Monsieur, puis-je avoir $50 pour acheter les médicaments de ma mère? C'est tout ce que le garçon a dit. Pas de larmes, pas de ruse, juste une désespération brute derrière des yeux fatigués. Pour un PDG millionnaire en technologie, assis seul dans un parc, cela ressemblait à une énième arnaque urbaine, jusqu'à ce qu'il suive le garçon chez lui. Ce qu'il trouva n'était pas la pauvreté, mais un pantouse. Ce à quoi il s'attendait était une escroquerie. Ce qu'il découvrit était une vie effondrée, cachée derrière le luxe, et une mère célibataire trop fière pour demander de l'aide et trop malade pour survivre sans elle. Bonjour à tous. Bienvenue sur Contes Inspirantes. Abonnez-vous et laissez un like, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement, nous plongeons dans l'histoire. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les arbres bruissants de Central Park, projetant de longues ombres dorées sur le trottoir. Des joggeurs passaient, écouteurs aux oreilles, perdus dans leur monde. Des nounous poussaient des poussettes sur les sentiers sinueux, et des touristes prenaient des photos d'écureuils comme s'il s'agissait d'animaux de zoo rares. Au milieu du bourdonnement discret de la vie urbaine, un homme en costume sombre taillé sur mesure était assis seul sur un banc usé, le regard fixé sur l'écran de son téléphone. John Whitmore, PDG de l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide du pays, était le genre d'homme qui ne croyait pas au gaspillage de temps. Chaque seconde était une opportunité d'optimisation, de croissance, d'investissement. Pourtant, il était là, déconnecté, ignorant les notifications d'emails non lues, laissant l'air frais d'automne caresser son visage alors qu'un sentiment rare l'envahissait, le vide. Il leva la tête juste au moment où des pas légers et hésitants crissaient sur le gravier. Un garçon, peut-être âgé de 8 ans, se tenait à quelques mètres, se balançant nerveusement d'un pied sur l'autre. Ses baskets étaient usées, son jean un peu trop court aux chevilles, et son sweat à capuche avait une déchirure le long de la manche. Ses petites mains étaient serrées en poing sur les côtés. « Monsieur », la voix du garçon était à peine audible. John cligna des yeux, baissant son téléphone. « Oui. » Le garçon fit un petit pas en avant. « Est-ce que je peux avoir $50? J'ai besoin d'acheter des médicaments pour ma mère. » L'homme cligna des yeux à nouveau, non pas à cause de la demande, on lui demandait de l'argent tout le temps, mais à cause de la manière dont le garçon parlait. Ce n'était ni agressif, ni répété, ni rancunier. Sa voix se brisa au milieu de la phrase. Ses yeux ne croisèrent pas ceux de John, fixant le gravier comme s'ils avaient honte des mots prononcés. John regarda autour de lui. Pas d'adulte à proximité, pas d'artiste de rue, pas de stratagème, juste un enfant tremblant avec trop de vérité dans sa voix. « Quel genre de médicament ?» demanda John, sa voix plus ferme qu'il ne l'aurait voulu. « Je ne connais pas le nom. Elle a de la fièvre. Très forte. Elle ne s'est pas réveillée ce matin pendant un moment. » Il s'arrêta, levant les yeux. Elle a dit qu'elle avait juste besoin des pilules, mais on n'a plus d'argent. Le scepticisme instinctif de John refit surface, mais il fut rapidement submergé par un sentiment plus fort, le malaise. Ce garçon n'essayait pas de l'arnaquer. Il semblait réellement épuisé. Ses joues étaient légèrement creuses. Ses lèvres étaient sèches. « Tu dis que ta mère est malade. Elle est à la maison ?» Le garçon hocha la tête. « Pourquoi n'as-tu pas appelé quelqu'un? Une ambulance? On n'a plus de téléphone. J'ai essayé de parler à la voisine, mais elle n'a pas répondu. Alors, je suis venu ici. Les gens ont de l'argent ici. » Il n'y avait ni fierté ni manipulation dans sa voix, juste une logique simple énoncée par un enfant à court d'options. John sortit son portefeuille, en tira quelques billets et les tendit. Mais alors que le garçon tendait la main, John s'arrêta. « Comment tu t'appelles? »« Liam. »« Liam, je vais te donner l'argent, mais je veux venir avec toi, juste pour voir ta mère. M'assurer qu'elle va bien. » Liam se figea, ses doigts suspendus au-dessus des billets dans la main de John. Il leva les yeux, incertain. John adoucit sa voix. « Je ne ferai rien. Je ne suis pas policier ou quoi que ce soit. Je veux juste aider. » Après une pause qui sembla durer une éternité, Liam hocha lentement la tête. « D'accord, mais il faut marcher. Ce n'est pas loin. » John se leva, rangeant son portefeuille dans sa poche.
Il baissa les yeux vers le petit garçon qui portait le poids du monde dans son regard. Et pour la première fois depuis très longtemps, quelque chose changea en lui. Il suivit Liam hors du parc, ignorant que le chemin qu'il venait d'emprunter allait changer sa vie à jamais. John suivit le garçon, Liam, hors des sentiers sinueux du parc, passant devant les vendeurs de noix grillées et de bretzels, devant un joueur de saxophone près d'une fontaine. Le garçon marchait vite, son petit corps tendu et alerte, comme s'il était habitué à se déplacer en ville sans se faire remarquer. Il ne parlait pas, et John ne le força pas. Lorsqu'ils atteignirent le trottoir, le bruit de la ville s'amplifia. Les klaxons retentissaient, les pneus sifflaient sur le bitume humide laissé par les nettoyeurs de rue. Les passants les dépassaient, indifférents à ce duo improbable, un homme en costume à $4000 et un garçon en sweat élimé, marchant côte à côte avec une intensité silencieuse. John ne savait pas pourquoi il n'avait pas simplement donné l'argent et tourné les talons. Ce n'était pas son genre de suivre des inconnus, encore moins des enfants. Pourtant, il traversait les carrefours, observant l'arrière de la tête frêle du garçon tandis qu'il tournait coin après coin. Ils passèrent par quelques rues bordées de bodegas et d'immeubles modestes, et John pensa, « Ça y est, c'est là que je m'attendais à ce qu'ils vivent. » Mais le décor changea. Ils traversèrent une large avenue, pénétrant dans un quartier aux trottoirs impeccables et aux voitures noires discrètes stationnées le long des curbes. L'architecture s'affina. La brique et la peinture écaillée laissèrent place au verre, à l'acier et à la pierre calcaire polie. Les portiers se tenaient droits devant des halls ornés de dorures. Les trottoirs scintillaient sous des lumières design suspendues entre les arbres. Liam ne ralentit pas. Il passa devant une boulangerie chic où des couples sirotaient des lattes à des tables en terrasse. Une femme les regarda avec curiosité, se demandant peut-être pourquoi ce petit garçon semblait si déplacé, si fatigué. John accéléra. « Liam, » appela-t-il doucement. « Où va-t-on » Le garçon ne se retourna pas. « À la maison », dit-il simplement. Finalement, ils s'arrêtèrent devant un immeuble élancé aux fenêtres du sol au plafond et à l'entrée plaquée de laiton. Un portier en uniforme se tenait près de la porte, les mains jointes devant lui. John hésita. « Ce n'est pas possible. » Liam marcha directement vers l'immeuble. Le portier baissa les yeux et hocha subtilement la tête. « Bonjour, jeune homme, » dit-il gentiment. Liam hocha la tête en retour et poussa la porte sans un mot. John le suivit, ses pensées tourbillonnant. Que se passait-il? Était-ce une mise en scène? Était-il en train de se faire avoir? L'intérieur du hall brillait. Un lustre semblable à une galaxie suspendue scintillait au-dessus des sols en marbre lisse. L'employé à la réception jeta un regard en coin à John, visiblement incertain de sa présence, mais ne dit rien lorsque Liam passa devant. Le garçon appuya sur le bouton de l'ascenseur, puis jeta un coup d'œil à John. « Vous pouvez venir si vous voulez, » marmonna-t-il. John entra. Les portes se fermèrent, et l'ascenseur entama une montée fluide et silencieuse. Il fixa le panneau lumineux. 26, 27, 28. Dernier étage, demanda-t-il. Liam hocha la tête. L'ascenseur tinta doucement. Les portes s'ouvrirent sur un petit vestibule privé, pas un couloir. Une seule porte de pentouse se dressait devant eux. Liam sortit une clé de sa poche, déverrouilla la porte et la poussa. John entra lentement. L'air sentait légèrement l'odeur d'un appartement fermé et un spray nettoyant à la lavande. La pièce était vaste, au plafond, grande fenêtre offrant une vue imprenable sur l'horizon, meubles modernes, œuvres d'art élégantes au mur. Mais tout n'était pas parfait. De la vaisselle s'entassait sur l'îlot de cuisine. Une lampe dans un coin n'avait pas d'ampoule. Un panier de linge non plié traînait par terre. Puis il la vit. Une femme était allongée, recroquevillée sur un canapé en velours sous une fine couverture. Ses cheveux collaient à son front en mèches humides. Sa peau était pâle, bien trop pâle. Sa poitrine se soulevait et retombait rapidement, presque irrégulièrement. Liam se précipita à ses côtés. « Maman » murmura-t-il. La femme bougea, tournant légèrement la tête. Ses paupières s'ouvrirent, ses yeux vitreux et flous. « Liam » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Tu as »« J'ai amené quelqu'un » dit rapidement le garçon. « Il veut t'aider. » John traversa la pièce, le cœur battant. Il s'accroupit près du canapé.
Elle le regarda, visiblement confuse, mais trop faible pour protester. Ses joues étaient rouges de fièvre, sa respiration courte et laborieuse. Elle a besoin d'un médecin, dit John. Liam hocha la tête, mordant sa lèvre. Elle a dit qu'on ne pouvait pas y aller. Que ça coûtait trop cher. John se leva et sortit son téléphone. Plus de discussion. On l'emmène maintenant. En quelques minutes, il avait appelé une voiture privée, soulevé doucement la femme dans ses bras et la portait dans l'ascenseur. Liam suivait de près, s'agrippant à la rampe à l'arrière de la voiture alors qu'il traversait la ville à toute vitesse. John tint la femme tout le long, la berçant comme si elle était en verre. Il ne connaissait pas son nom. Il ne connaissait pas son histoire. Mais il savait une chose, aucun enfant ne devrait errer seul dans un parc pour sauver sa mère. Aucun Penthouse ne devrait être aussi froid, et personne, absolument personne, ne devrait souffrir ainsi, invisible, dans une ville débordante d'excès. Quelque chose de plus profond que la compassion s'éveillait en lui, et cela l'effrayait. L'urgence bourdonnait d'une énergie discrète. Des infirmiers se déplaçaient rapidement, un bambin pleurait dans le couloir, les néons bourdonnaient au-dessus des sols stériles. John était assis sur le bord d'une chaise en plastique rigide dans la salle d'attente, les coudes sur les genoux, les doigts entrelacés. À côté de lui, Liam était voûté, les mains sur les cuisses, balançant légèrement les jambes sans rythme. Les manches de son sweat couvraient ses mains, et ses yeux fixaient le sol comme si regarder trop fort pouvait tout faire s'effondrer. Dans la salle de soins, derrière un rideau de verre coulissant, la mère de Liam était reliée à des perfusions et un moniteur d'oxygène. Les médecins avaient parlé d'un ton doux mais sérieux, déshydratation, forte fièvre, infection bactérienne, possible pneumonie. Rien de fatal pour l'instant, mais un jour de plus aurait pu l'être. Liam n'avait pas pleuré, pas une seule fois. Il avait seulement murmuré « Est-ce qu'elle va mourir ?» John avait posé une main sur son épaule. « Pas aujourd'hui », avait-il dit. « Elle est au bon endroit maintenant. » Ils attendaient. 1 heure passa, puis 2. Enfin, une infirmière vint leur dire qu'elle était stable et dormait. Liam demanda s'il pouvait rester avec elle. John resta dans la salle d'attente, le regardant disparaître derrière le rideau. Quelque chose dans la démarche du garçon, si petit et si courageux, le toucha profondément. Il n'avait pas prévu de s'impliquer autant. Il n'avait même pas prévu de s'asseoir dans le parc ce jour-là. Tout était arrivé par hasard. Et maintenant, il était plongé jusqu'au cou dans la crise d'une inconnue. Pourtant, il se sentait responsable, pas pour la maladie, pas pour la pauvreté, mais pour agir maintenant qu'il savait. Le genre de responsabilité qui s'accroche quand on voit quelque chose qu'on ne peut plus ignorer. Finalement, le garçon revint. « Elle dort, dit-il. Ils ont dit que c'était ok qu'elle reste ce soir. »« Bien, » répondit John. « Elle a besoin de repos. » Il y eut une pause. Puis Liam demanda « Vous voulez rentrer ? Je veux dire, chez nous. » John hésita. « Tu es sûr ?» Liam haussa les épaules. « Y a de la nourriture là-bas. Pas beaucoup, mais je veux pas rester ici tout seul. » John hocha la tête. « D'accord, on y va. » Le trajet en taxi jusqu'à l'immeuble fut silencieux, seulement troublé par le bourdonnement occasionnel de la circulation. Lorsqu'ils s'arrêtèrent devant le gratte-ciel, John ressentit la même incrédulité. L'endroit ressemblait plus à une retraite privée de milliardaires qu'à la maison d'une mère célibataire malade et sans ressources avec son enfant. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au Penthouse. Cette fois, John observa plus attentivement. L'appartement était grand, très grand. Un salon à air ouverte avec des touches de design haut de gamme, rideaux en lin du sol au plafond, étagères modulaires élégantes, peintures abstraites accrochées avec précision. Le sol était en chêne sombre poli, et les comptoirs de la cuisine brillaient sous des spots lumineux. Mais sous le luxe, il y avait des signes, subtils. Le frigo était presque vide, quelques condiments, un demi-pain, pas de lait. Des factures non ouvertes s'empilaient sur le comptoir en marbre. Le thermostat clignotait avec un avertissement rouge, système hors ligne, pas de contrat de service. Dans le salon, une bouteille de sirop contre la toux pour enfants périmée traînait, oubliée sur une étagère. John s'aventura plus loin, se sentant comme un intrus. La chambre principale était propre mais dépouillée. Pas de drap frais, pas de touche personnelle hormis une boîte à bijoux poussiéreuse et une photo d'une femme plus jeune tenant un bébé sur sa hanche,
tous deux souriant sur une plage. Liam se tenait dans l'embrasure de la porte. « Elle ne me laisse pas dormir là-dedans, » dit-il. « Elle dit que je dois avoir mon espace, mais je dors sur le canapé près d'elle quand même. » John hocha lentement la tête. Depuis combien de temps est-elle malade? Un moment, dit Liam. Depuis avant mon anniversaire. Elle avait un travail. Elle travaillait dans un magazine. Puis elle est tombée malade et l'a perdu. Elle a dit que tout s'est effondré après ça. Et ton père? Le visage de Liam se ferma. Il est parti. Il ne nous aide pas. Ce fut tout. John n'insista pas. À la place, il ouvrit un placard de la cuisine, trouva une boîte presque vide de crackers, et la tendit au garçon. Liam la prit sans un mot, mâchant lentement en s'asseyant sur le canapé. John regarda le Pantouse une fois de plus. Combien de personnes dans le monde donneraient tout pour un endroit comme celui-ci? Et pourtant, il était là, scintillant à l'extérieur, vide à l'intérieur, une coquille de richesse, un magnifique cercueil pour une vie qui s'effilochait lentement. Il s'assit à côté du garçon, tous deux entourés de silence, de contradictions, de questions sans réponse. Et John sut, sans avoir besoin de le dire à voix haute, que ce ne serait pas un simple acte de charité ponctuelle. Il était déjà trop impliqué. La lumière du matin pénétrait lentement dans le Pantouse, caressant d'un doux éclat doré les sols froids et les murs couleur crème. John avait à peine dormi. Il avait pris la chambre d'amis, mais le silence de l'appartement était oppressant, trop calme, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Liam s'était endormi, recroquevillé sous une couverture sur le canapé où sa mère avait été. À un moment dans la nuit, il avait traîné un oreiller de sa chambre et l'avait glissé sous sa tête. Maintenant, il était immobile, les lèvres légèrement entr'ouvertes, les cheveux en bataille, un enfant au repos. Pourtant, même dans son sommeil, il y avait une tension. Son corps était replié sur lui-même, comme s'il protégeait quelque chose ou quelqu'un. John se tenait dans la cuisine, fixant une tasse ébréchée remplie de café noir qu'il avait préparé avec une boîte à moitié vide trouvée au-dessus de la cuisinière. Il ne le but pas. Il regardait l'horizon par la fenêtre, essayant de donner un sens à tout cela. Le Pantouse, la maladie, le garçon dans le parc. Tout semblait irréel, mais le silence était réel. Tout comme le poids dans sa poitrine. Vers 9 heures, le bourdonnement de l'interphone de la porte le tira de ses pensées. C'était l'hôpital. Michelle, la mère de Liam, avait eu un souci. Rien de fatal, mais sa fièvre avait à nouveau grimpé, et elle était délirante. L'infirmière conseilla de la transférer dans un autre établissement, mieux équipé. « Pouvez-vous venir ?» demanda-t-elle. « J'arrive », répondit John instantanément. Il secoua doucement Liam pour le réveiller. Le garçon cligna des yeux, hébété. « C'est maman. Elle a besoin de nous. On va à l'hôpital. » Liam était déjà à moitié levé avant que John n'ait fini de parler. Il ne mit même pas de chaussettes, enfilant ses chaussures sur ses pieds nus et fermant son sweat avec des doigts tremblants. Lorsqu'ils arrivèrent, Michelle était transférée dans une chambre privée. Sa peau semblait pire, cendrée avec des taches rouges. Ses lèvres étaient gercées. Elle murmurait des choses incohérentes. Liam courut à ses côtés, saisissant sa main, les larmes coulant enfin silencieusement sur ses joues. John resta là, impuissant, inutile. Puis quelque chose en lui se déclencha. Il sortit de la chambre, marcha droit vers le comptoir principal et demanda à parler au médecin responsable. 10 minutes plus tard, il était de retour, des papiers en main, sa carte de crédit déjà débitée. Il fit transférer Michel immédiatement au centre médical privé Saint-Gabrielès à l'autre bout de la ville, l'un des meilleurs. Il paya pour une ambulance privée et l'accompagna lui-même. Liam voyagea avec eux, tenant la main de sa mère à l'arrière pendant qu'un ambulancier surveillait ses signes vitaux. John resta à l'avant, regardant droit devant lui. Il n'était pas étranger à l'argent. Il l'avait vu utiliser comme une arme, un bouclier, un outil, une laisse. Mais aujourd'hui, il l'utilisait pour quelque chose qui comptait vraiment. Et pour une fois, cela ne semblait pas sale. Saint-Gabrielès sentait l'antiseptique et le luxe. Murs blanchis, éclairage doux, couloir silencieux. En 1 heure, Michel était stabilisé dans une chambre à température contrôlée, avec 2 infirmières surveillance et constante et un spécialiste examinant ses analyses de sang. Lorsque le médecin sortit enfin, John faisait les 100 pas dans le couloir.
Elle ira bien, dit le médecin. Elle a besoin de repos, de fluides, d'antibiotiques. Son système immunitaire est gravement affaibli, mais elle est forte. Quelques jours de plus, et le pire sera derrière elle. John expira, vraiment expira, pour la première fois depuis le banc du parc. Il se tourna pour voir Liam assis sur une chaise d'attente, les bras croisés sur la poitrine, les pieds se balançant à nouveau. Le garçon ne leva pas les yeux jusqu'à ce que John s'approche et s'asseye à côté de lui. « Elle va s'en sortir, » dit John. Liam le regarda intensément. « Vous êtes sûr ?» John hocha la tête. « Oui, elle est forte. » Les lèvres du garçon tremblèrent. Elle ne voulait pas aller à l'hôpital. Elle disait qu'on ne pouvait pas se le permettre. Elle ne voulait pas que les gens sachent. « Je sais, » dit John doucement. Elle essayait de te protéger. Il y eut un silence. Puis, enfin, Liam murmura « Merci ». 2 mots, petits et simples, mais ils frappèrent avec la force d'une montagne. Ce soir-là, Liam fut autorisé à entrer dans la chambre quelques minutes. Michel avait repris partiellement conscience. Sa voix était faible, mais ses yeux s'ouvrirent lorsqu'il prononça son nom. Elle lui sourit faiblement, murmurant quelque chose que lui seul put entendre. John se tenait juste à l'extérieur de la porte, observant le garçon poser doucement sa tête sur l'épaule de sa mère. C'était le genre de moment qui marque l'âme humaine. Pas dramatique, pas cinématographique, juste pur, brut, réel. Après que Liam eut quitté son chevet et se fut endormi dans un fauteuil dans le coin, John s'assit près du lit. Michel le regarda à travers des yeux mi-clos. « C'est vous qui m'avez amené ici ?» demanda-t-elle, la voix rauque. John hocha la tête. « Oui. »« Vous avez payé ?»« Oui. » Elle déglutit, et une larme glissa sur sa tempe. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Vous ne nous connaissez même pas. » John se pencha en avant, posant ses avant-bras sur ses genoux. « Parce que votre fils m'a demandé $50, » dit-il. Et d'une manière ou d'une autre, en cet instant, je me suis souvenu ce que c'était de se soucier. La pièce était sombre et silencieuse. Seuls les bips réguliers du moniteur cardiaque rappelaient à John que la vie pulsait encore doucement dans le corps devant lui. Michel s'était rendormi après leur bref échange, sa main reposant légèrement sur la couverture, la perfusion attachée à son poignet comme un ruban fragile. John était assis sur la chaise d'hôpital, les coudes sur les genoux, les yeux fixés sur le sol. Les lumières de la ville brillaient faiblement à travers les stores, adoucissant la dureté des murs de l'hôpital. Liam dormait à nouveau, recroquevillé dans le fauteuil près de la fenêtre, les bras enroulés autour d'un oreiller de rechange comme s'il s'agissait d'un bouclier contre le monde. C'était le 3e jour. Michel allait beaucoup mieux. La fièvre était tombée pendant la nuit. Elle restait éveillée plus longtemps, mangeait de petits repas, parlait en phrases douces qui ne s'effilochaient plus. Les médecins assurèrent à John qu'elle pourrait rentrer chez elle dans 1 jour ou 2. Mais John n'était pas pressé. Il avait besoin de comprendre, et maintenant, elle aussi. Cet après-midi-là, elle le regarda avec des yeux plus clairs qu'auparavant. Ce n'était plus une patiente, plus juste une femme au bord de l'effondrement, mais quelqu'un de conscient, prêt à parler. « Vous êtes là tous les jours, » dit-elle, sa voix toujours faible, mais plus assurée. « Je ne pouvais pas partir, » répondit John simplement. Michel sourit faiblement. « Ça semble romantique ou terrifiant. » John rit doucement. « Honnêtement, je ne sais pas encore lequel des deux c'est. » Un silence s'installa entre eux. Pas gênant, mais le genre de silence qui clarifie l'air avant que quelque chose de lourd n'arrive. Elle bougea légèrement dans son lit. « Vous méritez la vérité. Vous n'avez pas seulement sauvé ma vie. Vous êtes entré dans un chaos sans savoir ce que c'était. »« Ça m'est égal, » répondit-il. « Ça m'est toujours égal. » Mais elle commença. « Je m'appelle Michel Cooper. J'étais directrice créative pour Maison L, le magazine de mode. J'y ai travaillé 11 ans, grimpant de simple assistante éditoriale à directrice. J'en étais fière. » John hocha la tête, écoutant. « J'ai rencontré le père de Liam à un gala de charité. Marcus Wickham. Il possédait la moitié des immeubles de la ville. Magnat de l'immobilier, charmeur, beau parleur. Je n'avais pas grandi avec grand-chose, alors je suis tombée sous le charme de son histoire.
que je pouvais tout avoir et qu'il aimait que je n'ai pas besoin de son argent. Ça semblait réel. Elle marqua une pause. Ça ne l'était pas. John n'interrompit pas. On s'est mariés. C'était un tourbillon. Il a acheté le Pantouse comme cadeau de mariage. Pas à mon nom, à notre nom. Ça m'était égal. J'étais amoureuse. J'avais ma carrière. J'avais Liam. Ça suffisait. Elle tourna la tête vers la fenêtre, sa voix s'abaissant. Mais quand Liam avait 4 ans, Marcus a commencé à disparaître. Nuit tardive, appels étranges, silence froid. Quand je posais des questions, il devenait cruel. Discrètement, mais cruel. J'ai découvert l'autre femme par hasard. Un texto sur sa tablette qu'il avait laissé à la maison. John se recula lentement, absorbant chaque mot. J'ai demandé le divorce. Je pensais avoir tout fait correctement. J'avais des preuves d'infidélité. J'étais confiante. Mais Marcus. Elle soupira. Marcus avait des avocats, des vrais, ceux qui trouvent des failles dans tout. Il a joué sale. Il a prétendu que j'avais abandonné le mariage, que j'étais émotionnellement instable, a obtenu un médecin pour dire que je montrais des signes d'anxiété chronique. Il a vidé nos comptes, pris le contrôle des actifs, puis m'a offert la garde de Liam en échange de l'abandon de toute revendication sur une pension ou des biens. Sa mâchoire se serra. J'ai signé pour mon fils. Le reste m'importait peu. John sentit sa poitrine se serrer. J'ai gardé le Pantouse. Techniquement, il est dans un trust pour Liam, mais Marcus l'a vidé, a gelé les comptes, coupé toutes les lignes de crédit et les services publics autrefois partagés. Il a dit que ce n'était pas sa responsabilité. Il nous a laissés là comme des poissons rouges dans un bocal en verre, brillant de l'extérieur, mais mourant lentement à l'intérieur. Elle le regarda alors, des larmes au coin des yeux. Je ne pouvais pas vendre l'endroit. L'acte est verrouillé par une clause jusqu'à ce que Liam ait 18 ans. Et sans revenu, je ne pouvais même pas le louer légalement. J'ai essayé de retravailler, mais le monde de la mode n'est pas tendre avec les femmes qui ont des trous dans leur CV et un enfant à la maison. Puis je suis tombée malade, gravement malade. Et le dernier emploi que j'avais m'a licenciée après 3 jours d'absence. L'émotion monta dans sa gorge. Elle la ravala. J'étais quelqu'un avant, murmura-t-elle. Maintenant, je ne peux même pas payer le petit déjeuner de mon fils certains jours. John resta assis, silencieux, abasourdi. L'histoire qu'elle racontait le touchait plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Ce n'était pas une simple histoire triste d'une inconnue sur un banc de parc. C'était un échec systémique, un effondrement, une trahison bordée de papiers peints coûteux et d'avocats en costumes italiens. Vous auriez dû appeler quelqu'un, dit-il doucement. Je l'ai fait, répondit-elle. Une fois. Ma fierté m'a arrêtée après ça. Personne ne veut aider la femme qui organisait des collectes de fonds et qui vit maintenant de crackers secs et d'eau du robinet. Elle détourna le regard, honteuse. Liam, il ne connaît pas toute l'histoire. Il sait juste qu'on doit survivre. C'est lui qui nous a fait tenir. Il a même essayé de vendre ses vieux jouets en ligne pour acheter de la nourriture. John se pencha en avant, la mâchoire serrée. Et les $50. Elle secoua la tête, riant amèrement. Je lui ai dit de ne pas faire ça. Que j'irais bien. Mais je crois qu'il a vu quelque chose dans mes yeux ce matin-là. Quelque chose qui l'a effrayé. Alors il est parti, et je ne le savais même pas. Un long silence suivit. Puis elle dit, vous devez penser que je suis une idiote. Je pense que vous êtes la personne la plus forte que j'ai rencontrée depuis longtemps, répondit John. Elle le regarda, surprise. J'ai connu des gens qui avaient tout et s'effondraient sous la pression, continua-t-il. On vous a tout enlevé, et pourtant, vous avez réussi à élever un garçon comme Liam. Ce n'est pas de la faiblesse, Michel. C'est une force que la plupart des gens ne comprennent même pas. Ses yeux s'adoucirent. Pendant un instant, elle sembla reprendre vie. Vous le pensez vraiment? Demanda-t-elle, à peine audible. Je ne pense pas, je sais. Elle tourna son visage vers la fenêtre, essuyant une larme avant qu'elle ne tombe. L'horizon s'étendait à l'infini devant eux, une ville de gens avec des histoires que personne n'entend jamais. Mais ici, dans cette petite pièce, l'une de ces histoires avait enfin trouvé une oreille attentive. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la sortie de Michel de l'hôpital.
Le Penthouse était plus chaleureux maintenant. Pas grâce au thermostat, que John avait discrètement rétabli en payant les frais d'entretien en retard, mais à cause d'autre chose. La vie, le mouvement, une énergie qui n'existait pas auparavant. John se tenait dans la cuisine un matin, préparant un vrai café avec un sac livré la veille. Liam était assis à l'îlot, mâchant un toast tartiné de beurre de cacahuète, le visage encore bouffi de sommeil, mais ses joues roses et saines. Il avait pris du poids, souriait plus, riait parfois quand personne ne regardait. Il avait même un nouveau sac à dos, orné de patchs de super-héros qu'il avait choisi en ligne. Michel entra lentement, pieds nus, enveloppé dans un pull pâle. Ses pas étaient prudents, mais plus frêles. Elle bougeait comme quelqu'un qui se remet, non seulement physiquement, mais mentalement, comme quelqu'un qui réapprend à être. Elle offrit à John un petit sourire fatigué. Vous n'étiez pas obligé de rester. John lui rendit son sourire. Vous dites ça tous les matins, et pourtant je suis là. Michel se versa une tasse de café et s'appuya contre le comptoir. Ses cheveux étaient attachés, propres, avec quelques mèches encadrant son visage. Il y avait encore de l'épuisement dans ses yeux, mais aussi une lumière. Une étincelle, peut-être même une flamme. Vous devez retourner à votre entreprise, dit-elle doucement. Il haussa les épaules. Mon agenda peut attendre. Mon conseil d'administration survivra. De toute façon, quelqu'un gère les opérations pour le moment. Vous êtes PDG. Vous avez construit une entreprise d'1 milliard de dollars. Et là, tout de suite, répondit-il, je préférerais vous aider à reconstruire quelque chose plutôt que de créer une autre application. Elle le regarda plus longtemps cette fois. Pas comme un étranger. Pas comme un sauveur. Comme quelqu'un d'inattendu. La voix de Liam interrompit. Maman, je peux apporter les muffins restant à la dame d'en bas? Celle avec le petit chien. Madame Durnay. Oui, répondit Michel, ses yeux s'adoucissant. C'est gentil, mon chéri. Oui, tu peux. Il attrapa le récipient sur le comptoir et fila vers le couloir. John attendit qu'il soit parti avant de parler à nouveau. Michel, dit-il doucement. Je sais que c'est dur à discuter, mais quel est votre plan? Elle exhala, posant sa tasse. Je ne sais pas. J'ai essayé de trouver du travail. J'ai postulé à quelques endroits, des postes d'entrée de gamme. Le genre de job que je pensais avoir laissé derrière moi il y a 10 ans. Elle secoua la tête. Pas de réponse. John prit une inspiration, puis sortit son téléphone. Il ouvrit une application et le fit glisser sur le comptoir vers elle. Sur l'écran, une maquette épurée, une vitrine numérique pour une nouvelle marque de mode technologique. Minimaliste, propre, tranchante. Elle la regarda, puis le regarda. Qu'est-ce que c'est? Un projet que je garde sous le coude depuis 1 an. Une initiative de mode technologique. Textiles intelligents, matériaux durables, tout le concept. Je l'ai mis de côté parce que je n'avais pas l'esprit créatif qu'il fallait pour le mener. Il marqua une pause, puis dit clairement, je veux que vous soyez cette personne. Michel se figea. Vous me proposez un emploi. Je vous propose un partenariat. Directrice créative. Vous superviserez l'identité de la marque, le storytelling, le design, l'intégration, tout. J'ai l'infrastructure et le financement. Vous avez la vision. Elle sembla abasourdie. Je ne veux pas de charité, dit-elle presque trop vite. Ce n'est pas de la charité. C'est une opportunité. Et croyez-moi, je ne fais pas ce genre de proposition à la légère. Elle le fixa, plissant légèrement les yeux. Pourquoi moi? Parce que j'ai lu votre travail. Vos anciennes campagnes. Votre direction artistique était révolutionnaire. Vous preniez des risques que personne d'autre n'osait. Et parce que, il hésita, se penchant légèrement, vous avez touché le fond. Vous savez vous battre. C'est le genre de voix que je veux pour diriger cette marque. Michel déglutit difficilement. Je n'ai pas travaillé depuis des années. Alors, il est temps de recommencer. Elle secoua la tête, mais sa résistance faiblissait. Ça fait si longtemps. Vous êtes toujours cette femme. Celle qui a construit un nom dans une industrie qui dévore les gens. Ce n'est pas quelque chose qu'on perd. Ça s'enfouit sous la survie. Ses mains serrèrent le bord du comptoir.
Puis, doucement, elle demanda, « Et si je dis non ?» « Je partirai, » répondit John sans hésiter. « Pas parce que je veux, mais parce que je respecte que c'est votre vie. Je ne suis pas entré dedans pour prendre le contrôle, juste pour vous offrir une porte. C'est à vous de choisir si vous la franchissez. » Michel fixa à nouveau l'écran. Les couleurs, les lignes, les possibilités. Lentement, délibérément, elle tendit la main et attira le téléphone vers elle. « Je veux mériter ça, » dit-elle. « Vous le ferez, » répondit-il. « Et vous en avez déjà plus que vous ne le pensez. » Les jours suivants furent un tourbillon. John fit venir son équipe de start-up, de jeunes développeurs, designers et marketeurs ambitieux. Il présenta Michel comme la nouvelle chef. Au début, ils semblèrent sceptiques. Elle était plus âgée, plus discrète, inconnue. Mais en quelques minutes lors de la première session de brainstorming, l'énergie dans la pièce changea. Elle posait des questions pointues, remettait en question les hypothèses, esquissa 2 moodboards et un concept saisonnier complet en 1 heure. À la fin de la réunion, le scepticisme s'était dissipé. Elle n'était pas seulement bonne, elle était électrisante. Cette nuit-là, de retour aux Pentouzes, Liam entra dans le salon pour trouver sa mère travaillant sur une tablette offerte par John, esquissant des idées, marmonnant pour elle-même, les yeux vivants à nouveau. « Maman, » dit-il. Elle leva les yeux. « Oui, bébé. »« Tu ressembles à avant, » dit-il. « Comme avant tout ça. » Elle ne dit rien au début. Puis elle tendit la main et embrassa le dos de la sienne. « Toi aussi. » Le printemps arriva discrètement cette année-là, comme s'il n'était pas sûr d'être le bienvenu. Les arbres le long de la 5e avenue fleurissaient en blanc hésitant et rose doux, et les rues vibraient d'une énergie plus fraîche, toujours rapide, toujours audacieuse, mais teintée de renouveau. C'était un samedi matin, le genre de matin que New York offre rarement, lumière chaude, vent léger, pas de sirène. Dans un loft à Soho, loué à court terme par Whitmore Industries pour leur nouvelle start-up de mode technologique, Michel se tenait au centre d'un vaste espace, les bras croisés, examinant le premier prototype complet de la ligne de vêtements qu'elle avait conçu. Son nom était sur le panneau conceptuel, son logo, ses choix de tissus, ses esquisses, tous pris vie par une équipe qui la regardait maintenant non seulement avec respect, mais avec admiration. Le lancement de la ligne de produits était prévu dans 3 semaines. Les grands médias avaient déjà réservé des interviews. Quelques initiés de la mode avaient entendu des rumeurs et commençaient à en parler. Mais ce n'était pas la vraie victoire. La vraie victoire, c'était qu'elle était revenue à la vie. Michel se déplaça dans la pièce, ses talons claquant légèrement sur le béton poli. Elle ajusta le col d'un mannequin, redressa une rangée d'échantillons de tissu, puis s'arrêta pour tout contempler. Il y a quelques semaines, elle était à peine consciente sur un lit d'hôpital. Et maintenant, elle était là, reconstruite, pas secourue. Elle s'était reconstruite avec sa propre voix, ses propres mains. Un léger coup sur la vitre du bureau la fit se retourner. John entra, tenant 2 tasses de café. Il lui entendit une sans un mot, et elle l'accepta avec un sourire discret. Il regarda autour du loft. Tout se met en place. « Oui, » dit-elle en sirotant. « Ça ne semble toujours pas réel. » Il hocha la tête. « C'est réel. Et c'est vous qui l'avez fait. » Elle le regarda, curieuse. « Pourquoi avez-vous vraiment fait tout ça, John ? Pas juste l'entreprise, tout. » Il s'appuya contre le bureau, les yeux pensifs. « Parce que pour la première fois depuis des années, j'ai vu quelque chose qui valait la peine de construire, qui n'était pas juste des chiffres ou des parts de marché. J'ai vu un garçon qui méritait de se sentir en sécurité. Une femme qui méritait d'être entendue. Et peut-être que j'avais besoin de me rappeler que j'avais encore ça en moi. » Michel l'étudia. « Vous avez changé. » Il sourit. « Vous m'avez changé. » Le moment flottait, délicat et chargé. Pas romantique au sens cinématographique. Pas de violon, pas de déclaration, juste 2 personnes debout dans l'après-coup de la survie, se voyant enfin avec des yeux clairs. Ce soir-là, de retour aux Pentouzes, Liam était assis à la table de la salle à manger, faisant ses devoirs. Une assiette de pommes tranchées et de beurre de cacahuète était à côté de lui. Ses pieds ne pendaient plus de la chaise. Il avait grandi juste assez. Il riait de quelque chose sur sa feuille de travail quand Michel entra. « Qu'est-ce qui est drôle ?
demanda-t-elle. Rien. Mon prof de maths a fait une blague sur les pingouins et les pourcentages. Il montra la feuille. Maman, j'ai tout juste aujourd'hui. Elle rayonna. Ça ne m'étonne pas. Je veux être inventeur, dit-il soudainement. Michel cligna des yeux. Oh, vraiment? Comme Monsieur Jaune, mais pour les enfants. Des trucs dont les enfants ont besoin, mais que personne ne fabrique. Il la regarda. Tu penses que je peux? Elle se pencha et embrassa le sommet de sa tête. Je pense que tu peux faire tout ce que tu veux. Plus tard cette nuit-là, quand l'appartement était à nouveau silencieux, Michel se tenait sur le balcon, surplombant la ville. Les lumières s'étendaient à l'infini, clignotant comme des constellations dans un ciel artificiel. John sortit à côté d'elle, tenant 2 tasses de thé à la camomille cette fois. Ils restèrent silencieux, côte à côte. Cet endroit, il ressemblait à une cage à vent, dit doucement Michel. Mais maintenant, c'est différent. John sirota son thé. Parce que ce n'est plus là où vous vivez. C'est là où vous avez recommencé. Elle se tourna vers lui. Et maintenant? Il haussa les épaules. On continue. Vous dirigez une entreprise. Liam va à l'école. J'essaie d'être moins un robot d'entreprise, et peut-être qu'on reste juste connecté. Sans obligation, juste ce que ça devient. Michel hocha la tête. J'aime ça. Il sourit. Moi aussi. Les semaines devinrent des mois. La marque fut lancée. Elle connut un succès modeste au début, puis gagna rapidement du terrain. Michel fut invité à parler dans des panels, puis mis en avant dans des magazines, puis qualifié de force de retour par Vogue. Mais tout cela était du bruit de fond. Liam excellait à l'école. Il rejoignit le club de robotique. Il se fit des amis. John continuait de se présenter, pas pour réparer les choses, mais pour être présent, aux réunions parents-professeurs, aux événements de l'entreprise, parfois juste pour le dîner, pas en tant que sauveur, pas en tant que PDG, mais en tant que lui-même. Le garçon qui avait un jour demandé $50 à un étranger n'eut plus jamais à demander, parce que quelqu'un avait enfin écouté. Parce que quelqu'un était resté. Parce que quelqu'un avait cru. Et ainsi, sous le même horizon où tout s'était autrefois effondré, quelque chose de bien plus rare avait grandi, un nouveau départ. Un départ construit non pas sur la richesse ou la pitié, mais sur l'amour, la résilience et le courage extraordinaire qu'il faut pour laisser quelqu'un voir vos morceaux brisés et construire quelque chose de beau avec eux. Nous voici à la fin de l'histoire. J'espère que vous l'avez apprécié. Laissez un like et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus d'histoires captivantes.